Merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. 21e session du conseil d'administration de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, l'IOTA. Il a été surtout question d'examiner et d'adopter le procès verbal de la session précédente et les rapports médicaux techniques. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, a animé une cérémonie de prêche organisée par la sous-section des Ansar de Dédougou au Burkina Faso. C'était ce mardi 21 février dans la salle polyvalente de Dédougou. Envoyé spécial Mokhtar Bagayogo, Loutou Sidibé, commenté par Moussa Famba. Le guide spirituel des Ansar était à Dédougou ce mardi 21 février. C'est la salle polyvalente de la ville qui a servi de cadre pour accueillir la délégation. Au cours d'une cérémonie de prêche, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara est revenu sur la nécessité pour les musulmans de s'unir afin de faire face à l'extrémisme religieux. Au dire du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, l'islam ne peut et ne saurait être une religion de haine. Même la salutation d'usage musulmane qu'est « Assalamu alaikum » illustre parfaitement la tolérance du fidèle musulman vis-à-vis de son prochain. Fin de citation. L'occasion était bonne pour le directeur du centre de transfusion sanguine de la ville de Dédougou de remettre une attestation de reconnaissance au guide spirituel des Ansar, Ousmane Koulibaly, car c'est de lui qu'il s'agit. Par ce geste, témoigne toute sa profonde gratitude au guide à travers la Fédération Ansardine Internationale sous-section de Dédougou, qui ne ménage aucun effort pour voler au secours du centre, notamment dans le cadre des activités commémorant le 12 mai, date anniversaire de la naissance du guide spirituel des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Auparavant, sur l'axe Ouaga-Dédougou-Bobo-Dioulasso, le guide a formulé des vœux de bénédiction à l'intention des populations des villages de Kodougou, Kiriba ou encore Warangoui, Bodongoui et Faragogo. Le collectif des députés élus à Douila, avec à sa tête l'honorable Mamadou Djarasouba, était ce dimanche 19 février à Douila pour la restitution des travaux des sessions d'avril et octobre 2016 de l'Assemblée nationale. Occasion pour la population de Baniko de faire part aux élus de la nation leurs préoccupations. Reportage signé Amadou Kamara. Après Beliko, Banko et Fana, les députés élus à Douila, à savoir les honorables Mahamadou Djarasouba, Daouda Koulibaly, Bakari Fomba, Iri Keita et Sekou Fantamadi Traoré, étaient face à la population de la sous-préfecture de Douila pour restituer les travaux des sessions parlementaires de l'Assemblée nationale. La réaction, vraiment, je suis très satisfait de la réaction des uns et des autres. Vraiment, je pense que le message a passé. Lors des échanges, je crois qu'il était question des projets de loi. Comme tu l'as vu, c'était des projets, c'est pas l'ensemble des projets de loi, mais ça concernant la session d'avril 2016 et octobre 2016. Donc les projets phares, comme les projets d'alimentation en eau potable, Kabbalah 1 et Kabbalah 2, comme par exemple le budget d'État 2017, comme la loi portant l'institution des pupilles, comme la loi aussi concernant l'électrification en milieu rural. Au cours de cette séance, les populations locales s'est imprégnées d'une vingtaine de lois votées en leur nom par la représentation nationale. En plus de la restitution des travaux des sessions parlementaires de 2016, les échanges ont porté sur les préoccupations des populations du cercle de Douila. Donc, je ne pense pas que c'était des projets de loi sur lesquels il fallait échanger avec la population. Donc nous pensons que la population a bien compris et la population a posé des questions pertinentes dans ce sens-là. En dehors de ces projets de loi, il a été question aujourd'hui d'échanger sur les préoccupations de la localité, du cercle. Donc dans ça, on nous a fait savoir qu'aujourd'hui, l'opportunité de construire la route Djeila-Massigi-Koualé est une nécessité pour le cercle avant 2018. C'est clair, la population a réaffirmé qu'aujourd'hui, ils ont besoin de cette route-là. Donc, ils ont compris aussi qu'au niveau du cercle de Douila,
l'une des grandes préoccupations, c'est vraiment le vol des baies de labour. Le vol des baies de labour de Dioïla, de Fana jusqu'à Massiri, le phénomène est là, inquiétant. Donc quand vous voyez un paysan, c'est la culture. Mais un baie de labour, 2 ou 3, 4, donc si 2 sont volés, c'est une grande difficulté. Nous pensons aujourd'hui que nous allons transmettre ce message aux plus hautes autorités pour que vraiment solution soit trouvée d'ici 2018. Cette campagne de restitution a été l'occasion pour les collectifs des députés de Dioïla d'informer la population à la base du chronogramme électoral de 2017 proposé par le ministère de l'administration territoriale. Il faut retenir que dans les jours à venir, cet exercice démocratique citoyen du collectif des députés de Dioïla va se poursuivre dans la localité de Massiki. 21e session du conseil d'administration de l'IOTA. La rencontre s'est tenue ce mercredi dans les locaux de ce centre hospitalier universitaire. La réunion était présidée par le président du conseil d'administration en présence du directeur général de l'IOTA, Kadi Diakité et Seydou Niari. Examiner et adopter le procès-verbal de la 20e session, le rapport d'activité médico-technique, l'état d'exécution du budget au 31 décembre 2016, le programme opérationnel 2017 et le projet du budget 2017, tels sont entre autres les objectifs de cette 21e session du conseil d'administration du CHU IOTA. L'année 2016 aura vu la consolidation et le renforcement des acquis des années précédentes. Les grandes réalisations de l'IOTA sont liées à nos missions de formation, de soins cliniques et de recherche. Alors, sur le plan de soins cliniques, par exemple, nous avons réalisé un bloc ophtalmopédiatrique entièrement financé par la CANAM sous le pouvoir du ministère du Développement social et de la solidarité, et qui n'est pas encore inauguré. Et sur le budget de l'État, nous avons procédé à l'extension des blocs opératoires et des salles de stérilisation, donc qui n'est pas encore inauguré. Nous avons procédé à la réhabilitation des salles d'hospitalisation VIP. Donc, ça, c'est les grandes réalisations sur le plan infrastructure. Et sur le plan équipement, nous avons procédé à l'acquisition de certains équipements de qualité, tels que l'OCT et des unités de consultation pour l'ophtalmopédiatrie. Et d'autres équipements sont attendus, sont en cours. Et sur le plan de la formation, les médecins ont été à différents congrès à l'extérieur. En 2016, nous avons eu à faire environ 6 000 cas de chirurgie. 6 000 cas de chirurgie, donc tout diagnostic confondu. Il y a le décollement des rétines là-dedans, la chirurgie des paupières et la cataracte aussi. Et je dois vous dire que sur le plan de la cataracte, qui était notre activité chirurgicale essentielle, nous avons évolué aussi à ce niveau et sur le plan de la technique chirurgicale. Donc l'ancienne technique chirurgicale est de moins en moins utilisée, donc ce qui contribue à l'amélioration encore de la vision post-opératoire. Malgré ces résultats, l'institution reste confrontée à un certain nombre de difficultés. La difficulté majeure qui commence à se faire jour, vous voyez la cour. Donc l'IOTA se développe sur le plan infrastructure et sur le plan des ressources humaines en termes de compétences. Donc c'est ce qui veut dire que nous sommes plus en plus sollicités et l'accessibilité géographique pose problème. Donc le problème de parking, et il n'y a pas d'espace pour les usagers. Et c'est cette difficulté qui commence vraiment à faire jour aujourd'hui. Et ça, c'est la difficulté principale, l'espace géographique pour les usagers. Avec l'ambition d'atteindre les critères de 3e référence, le CHU IOTA compte améliorer la qualité de ses soins. Pour 2017, le renforcement des capacités que nous avons amorcé en 2016, nous l'entendons continuer par le développement des surspécialités. J'entends par surspécialité, c'est l'ophtalmopédiatrie, la chirurgie du pôle postérieur, et la gestion des cas de glaucome et la chirurgie orbitopalpébrale. Donc déjà, les ressources humaines sont formées dans ces domaines et nous avons acquis des équipements et ils ont commencé à travailler. Donc 2017, nous entendons renforcer ces activités encore au bénéfice de la sous-région et pour répondre à notre mission de structure de référence.
Pour rappel, l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre les affections ophtalmologiques et la cécité, de maintenir et de renforcer son rôle de centre d'excellence en ophtalmologie pour la région africaine. Journée de lutte contre la malnutrition aiguë à Kodgouni dans le cercle de Baraouli. C'était ce mardi 21 février sous le thème « Nous, communautés, disposons de ressources potentielles pour la prévention de la malnutrition. Cependant, nous avons besoin d'être mieux informés et mieux organisés. » Amadou Kamara et Mohamed Sidibé. Le projet de prise en charge de la malnutrition aiguë et prévention de la malnutrition à assise communautaire implémenté par la Croix-Rouge malienne en partenariat avec la Croix-Rouge belge à Baraouli est une initiative de la Croix-Rouge malienne pour aider les populations en général et les enfants de moins de 5 ans en particulier contre la malnutrition et ses conséquences néfastes pour la santé humaine. C'est dans 2009 que la Croix-Rouge malienne a initié avec la Croix-Rouge de Belgique un projet de lutte contre la malnutrition dans le cercle de Baraouli. Donc actuellement nous sommes à la 5e phase du projet et la 8e année pratiquement. Donc le projet couvre les 26 aires de santé du cercle de Baraouli. Et également, nous sommes déployés dans 251 villages. Donc pour essayer de former, d'informer la population de Baraouli à faire face à la malnutrition. La malnutrition aiguë est un problème de santé publique dévastateur aux proportions épidémiques. À travers le monde, quelques 55 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 19 millions du type le plus sévère. La journée organisée par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec l'Astaco de Kodgouni ici, c'est une journée qui nous donne une opportunité de s'exprimer et d'expliquer, faire des démonstrations au niveau de la communauté pour les faire savoir et de prévenir la malnutrition dans toutes ses formes au sein de la communauté. Dans les villages de Kodgouni ici, la prise en charge s'est faite au niveau communautaire et au niveau du CESCOM. Bon, pour cette année, durant l'année 2016, jusqu'à 2017, janvier 2017, on a constaté 7 cas de malnutrition sévère avec complications qui ont été référés à Baraouli pour faire la prise en charge là-bas. Cette journée de nutrition à Kodgouni, située dans le cercle de Baraouli, entre dans le cadre de la prévention promotionnelle sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Le projet de prise en charge de la malnutrition aiguë et prévention de la malnutrition à assise communautaire dans le cercle de Baraouli, dans la région de Ségou, précisément au Mali, est un projet financé par la Délégation générale de la coopération belge au développement, avec les partenariats de la Croix-Rouge Belgique et Croix-Rouge malienne. Donc c'est un projet qui s'étend sur 2 ans, d'octobre 2015 de novembre 2015 à octobre 2017, 31 octobre 2017. Donc c'est un projet qui s'étale sur plusieurs volets. D'abord la prévention, mais aussi la prise en charge. Et tout ce qui est facteurs qui peuvent contribuer à améliorer l'état de santé. On est là à améliorer les cadres de vie dans les cadres de l'eau, hygiène, assainissement, dans les centres de santé et également au niveau des villages. Donc le projet a 25 agents terrain, dont 5 membres de l'équipe de coordination et 20 membres équipe terrain, soit 15 animateurs terrain et 5 infirmiers qui sillonnent tous les villages, les 251 villages du cercle de Baraouli. Donc Baraouli compte également 11 communes. Donc les 11 communes et les différents villages sont sillonnés pour renforcer la capacité des volontaires, les membres des comités villageois de santé, dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de la malnutrition depuis au niveau communautaire, jusqu'à l'acheminement des cas plus graves qu'on ne peut pas prendre en charge au niveau communautaire vers les CESCOM et du CESCOM vers
les CCRF en cas de complications. La malnutrition est la plus grande menace pour la survie de l'enfant. Chaque année, plus de 3,1 millions d'enfants meurent de causes liées à la faim. Une statistique effarante qui totalise 45% des décès chez les enfants partout dans le monde. Moussa Fomba nous fait un tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. À l'occasion d'un remaniement ministériel annoncé lundi soir, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a cédé le poste de ministre de la Défense. Le domaine de sécurité fait par ailleurs désormais l'objet d'un ministère dédié alors que le Burkina Faso a subi depuis 2015 de multiples attaques terroristes. 5 nouveaux ministres font leur entrée dans ce nouveau gouvernement de 32 membres. Anciennement ministre de la Jeunesse, Jean-Claude Bouda, un proche du président Roch Marc Christian Kaboré, occupe désormais le portefeuille de la Défense nationale et des anciens combattants. Le procès de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien leader libyen Muammar Kadhafi, n'a pas respecté les normes internationales. Il devrait faire face à des accusations de meurtre à la Cour pénale internationale CPI selon l'ONU. Depuis la chute de son père en 2011, Saïf al-Islam est détenu à Zintan, une région montagneuse de l'Ouest, par l'une des factions rebelles qui se disputaient le pouvoir à la mort de Kadhafi. Les forces de Zintan ont refusé de le remettre, affirmant qu'elles n'ont pas confiance à Tripoli qui pourrait le laisser s'échapper. Le rapport de l'ONU sur le procès de Saïf al-Islam et de 37 autres accusés a fait mention de graves violations de la procédure, par exemple la détention prolongée au secret sans accès à leurs avocats et familles, et aussi des allégations de torture qui n'ont nullement fait l'objet d'une enquête appropriée. La nouvelle de la mort du colonel Marcel Sourou continue de faire des vagues au Congo. Dernier fait en date, la détention de l'un de ses avocats, Ludovic Essou. Selon les autorités congolaises, ce dernier qui a vu le colonel Sourou quelques minutes avant son décès doit être interrogé pour faire la lumière sur les conditions de sa mort. Mais une arrestation qui ne passe pas pour ses confrères avocats. À Brazza, le barreau a annoncé qu'il suspendait ses activités pendant 3 jours à compter du 21 février en signe de solidarité. Un mouvement suivi aussitôt par le barreau de Pointe-Noire, deuxième ville du pays. Le président nigérien Muhammadu Buhari a soutenu les dirigeants de l'Assemblée nationale qui ont martelé qu'il n'y a aucune raison à s'alarmer quant à son état de santé. Les dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants lui ont rendu visite la semaine dernière à Londres où il est en vacances médicales prolongées. Le président du Nigeria a remercié les Nigérians, chrétiens et musulmans pour leurs prières et leurs vœux de prompt rétablissement à travers un message rendu public par Femi Adesina, son conseiller spécial chargé des médias et la publicité. Cela fait 1 mois que le président Buhari est en Grande-Bretagne. Il a transféré le pouvoir à son vice-président, le professeur Yemi Osinbajo, qui agit désormais en qualité de président par intérim. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.